Alors, Sylvie, c'est bon? Nous allons revenir donc plus de 300 ans en arrière. Nous avons vu que les Matignon Grimaldi, possédaient la baronnie de la Ferrière-du-Val depuis 1577. Cette famille n'a pas tardé à fonder les grosses forges de Damvaux. Nous retrouvons de 1706 à 1721 un certain Alexandre Louis Panel, directeur de ces forges. L'on peut supposer que son départ sera bien monnayé, puisque cette même année 1721, ses fils Jacques et Pierre deviendront propriétaires d'une bonne centaine d'hectares de bois et donc du moulin à blé. De ce fait, ils deviendront les personnages de la Ferrière-du-Val les plus assujettis à la taille, les 10e et les 20e. Au décès de son père, Pierre Panel héritera du titre de seigneur de la Vigne. Nous ne trouvons plus trace de cette famille dans cette commune depuis 1790, s'étant replié sur Rouen. Alors, les seuls documents concernant la construction du château sont repris dans une monographie de la Vigne, dont voici l'extrait. La famille Panel habitait au château de la Ferrière-du-Val, propriété actuelle du marquis de Grouchy. Cela nous laisse une grande fourchette de date entre 1721 et 1790 pour l'érection du château. Alors, le château initial sera en granit, plus petit et en forme de U, construit juste ici. Voilà. Il était orienté dans l'autre sens, vers la vigne, avec un accès par un chemin appelé la Grande Ligne. Ça tombe sur la route de Haute-Fontaine-Montchauvet. Donc là, voilà, ça c'est les cartes là. Donc la famille, c'est marqué Le Pen, mais c'est le Panel, c'est entre 1721 et 1774, la carte. Voilà. Et donc le château initial, nous le retrouvons ici. Voilà, il est ici, voilà. On va le mettre un peu dans le sens normal. 1811, voilà. Il était orienté comme ça avec la grande ligne qui était là. Voilà. Alors ici, il y avait un pavillon de garde, entre autres. Donc Panel étant royaliste, sa profession d'écuyer et garde du corps du roi, suffisant à le prouver, sera sans doute exilé à la Révolution. Alors il faut savoir, parmi les exilés, il y en avait par exemple 16 000 en Allemagne, du côté de Mayence et tout ça. Jersey, on a vu que c'était une grande partie pour le clergé qui allait par là-bas. Voilà. Les terres seigneuriales seront confisquées par l'administration et l'ensemble revendu au général Emmanuel de Grouchy en 1801, suite à une rentrée d'argent importante consécutive à la campagne d'Italie. Auparavant, en 1785, de Grouchy s'était marié avec Cécile Ledoucet de Pontécoulant, sœur de Louis-Gustave, qui, alors qu'il était ministre de la guerre, avait remis Napoléon en selle suite à l'affaire de Toulon. Il suivra alors toutes les expéditions guerrières et sera le dernier vainqueur de la bataille de l'ère Napoléon à Wavre, la veille de Waterloo. Nous sommes donc en 1815. Il sera cité parmi les gradés ayant trahi la France et sera obligé de s'exiler. Alors, aidé par son beau-frère, donc lui, le Gustave de Pontécoulant, ils passeront par la ferme de Bonne-Maison, direction Coursol, puis Jersey. C'était point de passage. Ils débarqueront ensuite à Philadelphie en 1816. Exclu du royaume, il passera 2 conseils de guerre, où son fils sera présent en second, pour être dédouané en 1819. Rentré d'Amérique en 1821, il entreprend de rénover son château. Malheureusement, en janvier 1822, les ouvriers y mettent involontairement le feu. Comme de malchance, il n'était pas assuré, mais cette époque-là, il n'y a pas d'assurance obligatoire. Le nouveau château sera construit donc au fond du parc, près du bois. Il sera agrandi. Alors, cave et entresol en granit, les angles en pierre de Caen, des murs en grès avec des pierres venues du portail du prieuré du Plessis-Guenou, acquise de son ami Jacques Bridet, propriétaire du prieuré. Oui, j'ai plein de documents sur les taxes, photos et tout ça dedans. Voilà. Parmi les autres constructions, citons la ferme qui est derrière, s'appelle la ferme de Launay maintenant, qui prendra feu en 1857. 12 mendiants seront alors arrêtés, malgré la présence du personnel sur l'ensemble. Le pavillon de garde, donc, qui était, on va dire, à la hauteur quasiment ici, là, voilà, quasiment à la hauteur de l'arbre, voilà, sera lui aussi détruit par un incendie en 1912. Alors, tout au fond, donc sur la gauche, à 200 mètres d'ici, sera construite une piscine. Oui, alors je l'ai sur une carte.
Bon, j'ai noté piscine, voilà. Voilà. Elle est marquée piscine. On voit une enclave dans la portion de section qui a été entamée, là, voilà. Il y a une piscine ici, ça fait plus poil 200 mètres. Et la piscine alimentera le bassin qui est juste au fond, là-bas, qu'on appelle le bicorne. Alors, aussi, il y aura aussi une orangerie qui sera juste ici, l'orangerie, voilà. Qui sera détruite démolie en 1926, voilà. Alors, légèrement en avant du château, donc le fameux bassin en forme de bicorne, symbole de Napoléon, forcément, il sera creusé. Il se remplit lors des fortes pluies venant de l'ex-piscine. Nous avons aussi divers arbres qui viennent du passage du maréchal aux États-Unis, donc un tas d'arbres exotiques dans le parc, là, voilà. Sans oublier l'étang d'agrément qu'on a parlé là-bas auprès de l'oratoire, ancienne retenue du moulin. Pour observer cet ensemble, il y avait été érigé donc une pyramide, peut-être un symbole aussi de la campagne d'Égypte. On ne sait pas, voilà. Entre le bicorne et puis la pyramide, voilà, ça fait beaucoup de symboles. Voilà pour la description des lieux. Donc. Parmi les propriétaires et le personnel, nous trouvons, bon an, mal an, une vingtaine d'habitants sur l'ensemble. Château, on va dire château et ferme. Par exemple, en 1886, donc à la veille de l'incendie de la ferme, outre la femme et ses 3 fils, nous trouvions un régisseur, un cuisinier, 5 domestiques, un garde, un cocher, et plus surprenant, une institutrice allemande. Puis, 5 ans plus tard, une institutrice, mais en anglais, celle-là. Étant donné une famille de militaires, et on sortait de la guerre de 70, il est donc important de connaître sans doute la langue de nos ennemis d'alors, je pense. Le général Emmanuel de Grouchy achètera de nombreux bois, notamment ceux détenus par les Matignon-Grimaldi, donc sur la ferrière du Val. Hontefontaine, Aunay, Saint-Georges-du-Donay, Jurques, Brémois, Montchevet, La Ferrière-en et Saint-Martin-des-Blas. Jusqu'en 1824, sans compter les 127 hectares hérités sur Pont-Écoulant du fait de son mariage. Il deviendra alors, avec plus de 600 hectares, le plus gros propriétaire terrien de la contrée. Ce qui générait donc pour ce grand chasseur un attrait considérable. Il n'y avait pas que du gibier, mais aussi des loups, abattus pour les derniers en 1845. Plus tard, sous l'égide de son fils, le territoire sera infesté de sangliers. Alors je ne parle même pas des braconniers, parce qu'il y en avait aussi beaucoup. Autant de 600 hectares, c'est obligé. Voilà. Bref, les nombreux gardes étaient bien occupés. De nombreux incendies se produiront, notamment après la vente du domaine en 1911. De Grouchy sera décoré de la Légion d'honneur et deviendra maréchal honoraire en 1831. Alors, la Légion d'honneur, le grand aigle de la Légion d'honneur. J'ai des photos peut-être du château, quelque part. Voilà, le château est là. Donc, les armes sont au-dessus du fronton, là. Juste au-dessus. J'avais un gros zoom, donc voilà. Donc, on doit les voir quelque part. Voilà. Les armes, les bâtons de maréchal et la Légion d'honneur ici, juste au-dessus du fronton. Alors nous avons vu qu'il était marié à Cécile de Dulcé. Celle-ci décédera en 1827. 6 mois plus tard, il se remariera avec Fanny Huot. Le maréchal décédera à son tour en 1847, à Saint-Étienne dans la Loire, et sera inhumé au Père-Lachaise, mais pas dans le carré des généraux. Il est à noter que lors de sa période militaire, il subira 15 blessures graves et sera catalogué chez les gueules cassées, comme on disait à l'époque. Sa femme habitera alors à Pau. Parmi ses fils, Alphonse sera comte et général de profession. Un de ses fils, Georges, deviendra marquis et épousera Marie Lambrecht. Notons que parmi leurs enfants, un certain Manuel de Grouchy, engagé volontaire, servira dans les FFI, donc les Forces françaises de l'intérieur. Du 1er mars au 13 septembre 1944, dans la Haute-Marne, sur ordre de Gaulle, cette organisation, forte de nombreux communistes, sera démantelée et de Grouchy se consacrera à la liquidation des questions FFI. C'est noté comme ça dans les rapports préfectoraux et sur le livret militaire. Alors, pour clore sur cette famille, signalons qu'une partie de leurs membres seront enterrés dans le cimetière particulier. Alors, le cimetière particulier, il était juste au coin, ici, là. Juste au coin du champ, il y a les arbres, là, juste derrière. Voilà. Il a été relevé, c'est là? Ouais. Ils sont
Ils seront relevés et enterrés dans un... les dépouilles seront dans le cimetière communal. Mais je n'ai pas trouvé les traces en allant dans le cimetière. Notons quand même une anecdote pour le marquis de Gouchy. Il sera verbalisé pour excès de vitesse à Honnay en 1905. Il dépassait les 12 km/h. C'est sans doute pour ne pas effrayer les chevaux. Maintenant, c'est pour ne pas effrayer les trottinettes, mais bon, ça change. À Jurques, une concession est demandée en 1891. Elle aboutira à une découverte de minerai de fer. En 1899, au décès du marquis l'année d'avant, c'est donc Veuve Lambrèche qui demande la concession sur 8 communes. Elles seront exploitées par une compagnie hollandaise. Le décès de Madame Lambrèche en 1906 entraînera la vente du domaine, et ce en plusieurs tranches. C'est donc un certain Deporter, exploitant, qui rachètera le château en 1911. Nous sommes donc à la veille de la Grande Guerre, et ce citoyen hollandais sera classé sur la liste noire, comme beaucoup d'exploitants de minerais du Calvados, entre autres, car il l'a envoyé en Allemagne, chez Krupp notamment. Ces biens seront séquestrés pendant la guerre, plus particulièrement les bois, car les boulangers manquaient de bois pour allumer leur feu. Comme tout chercheur qui se respecte, Deporter, en cherchant du minerai de fer, découvrira un gisement de pierre, près de la pierre Dialan, en 1914. D'autres chercheurs aussi ont trouvé une autre matière, par exemple à Litry, en cherchant du minerai de fer, on a découvert du charbon. Ou au Plessis-Grimaud, en cherchant cette fois du charbon, on a découvert du minerai de fer. Donc c'est ça les chercheurs. Avec les aléas et soubresauts de la mine de Jurques, cette découverte donnera l'exploitation que l'on connaît sous le nom de la carrière de Jurques. Donc il nous reste à évoquer les activités du château pendant les guerres. Alors, nous avons eu la séquestration pour la guerre de 14. Ils seront rachetés en 1913 par Madame Louise Félicité Leroux. En 1922, le docteur Aquin viendra s'y installer afin de créer un centre de convalescence pour les blessés de la Grande Guerre, comme à Saint-Sever. Le projet ne sera pas validé par le Conseil général. En mars 1944, les Allemands réquisitionnent l'hôpital d'Honnay pour s'y protéger, parce que le toit était peint en rouge. Donc pour synonyme comme la Croix-Rouge et tout ça, voilà. Et de ce fait, une partie des malades seront transportés temporairement ici. Ils seront même délogés deux fois par les Allemands, puis définitivement fixés juste avant le débarquement. La destruction d'Honnay puis la reconstruction fera que l'occupation du château sera de 1944 à 1947 pour la maternité. Il y a eu 44 naissances cette période-là, et jusqu'en 1950 pour les malades et blessés, 54 décès. Alors entre les deux guerres, 39 personnes occupent le château, dont une équipe de bûcherons dirigée par Lucien Durand. Parmi eux, nous trouvons 6 Italiens et 2 Yougoslaves. La sortie de la guerre sera la propriété de Roger Gallet, un notaire de Vassic. Cette famille possède encore actuellement le groupement forestier de la Ferrière du Val, quasiment 300 hectares. Seul le château sera vendu d'abord à un sculpteur hollandais, Huysmans, puis récemment, il vient d'être acquis à un couple belge. Voilà.